Bonjour à tous. Nous allons reprendre cet exposé du droit forestier à travers cette introduction à ce droit. Nous avons parcouru les 5 premières leçons. Nous allons donc aborder la leçon 6 sur le droit des structures. Notre plan sera le suivant, divisé en 3 parties: les structures d'État, des collectivités territoriales et des secteurs privés. Dans l'État, nous verrons les ministères, puis les services extérieurs, puis l'Office national des forêts, puis les organismes consultatifs. Dans les structures du secteur privé, nous allons distinguer les structures d'administration des structures de gestion. Et dans les structures de gestion, on parlera essentiellement du groupement forestier. La structure d'administration, c'est classique. La plupart des structures actuelles n'ont rien de typiquement forestier, il faut le souligner, car calquées sur les institutions générales ou agricoles, alors que seul est typiquement forestier le droit des biens, le droit du sol. On distinguera donc classiquement l'État, des collectivités territoriales et le secteur privé. Commençons donc par l'État. Les ministères, il n'y a jamais eu de ministère des forêts, il faut le souligner aussi. En 1981, il a existé toutefois un sous-secrétariat d'État à la forêt. On remarquera d'autre part que la forêt était rattachée au ministère des Finances. Cela traduit son aspect d'alimentation du trésor public. Ensuite, pendant très longtemps, elle a relevé du ministère en charge de l'agriculture. C'est seulement à dater de 1976, de la création du ministère de l'écologie, de l'environnement, que certaines matières ont été transférées à ce ministère, comme la tutelle sur l'ONF. Au ministère de l'Agriculture, le service forestier est lui-même noyé dans une direction, parfois dans une sous-direction. Les services extérieurs, c'est les directions régionales, les DRAF. De nombreuses compétences non forestières, et en matière forestière notamment. À titre général, elles assurent la mise en œuvre au niveau régional de la politique forestière et de mobilisation de la ressource bois. Il y a le CERFOB, Service régional de la forêt et du bois, en charge notamment de la constatation et des poursuites des infractions en forêt privée et des poursuites des infractions en forêt relevant du régime forestier, c'est-à-dire les forêts publiques. Les directions départementales, les DDAF, anciennement, sont remplacées par les directions départementales des territoires et de la mer, les DDTM, par fusion avec les anciennes directions de l'État. Parmi leurs compétences diverses, elles exercent notamment le contrôle du défrichement, tâche lourde, très lourde, et la recherche et la constatation des infractions en forêt privée. L'Office national des forêts, maintenant. Une remarque préalable de Camille Vigouroux, qui a été chef du service juridique du ministère de l'Agriculture, ancien conservateur des eaux et forêts, et auteur du commentaire très critique du Code forestier de 1952. L'histoire même des forêts françaises dira si la transformation d'une administration de conservation et de régie privée en un corps d'ingénieurs publics aura été heureuse. L'ONF, en dépit de son appellation Office national des forêts, ne gère pas toutes les forêts de France, mais celles du régime forestier. Et s'il était à son origine en 1964 limité à la forêt, ses compétences depuis, pour des questions budgétaires, se sont diversifiées aux espaces naturels, notamment aux paysages. C'est un EPIC, établissement public industriel et commercial. Il dispose de l'autonomie financière, donc. Il a pour mission principale la gestion des biens forestiers de l'État, confiée par décret,
la mise en œuvre du régime forestier dans les autres forêts soumises, et des actions diverses pour les ressources naturelles sur convention, surtout avec les propriétaires. Les personnels relèvent du statut général de la fonction publique plus des statuts particuliers. Ils ont notamment des compétences judiciaires. J'ai écrit un livre sur ce contentieux d'ailleurs des statuts particuliers. Voilà. On le verra dans la leçon 9, bibliographie. Ils ont notamment des compétences judiciaires. Les ingénieurs et certains agents sont assermentés et habilités à constater les infractions, assermentés devant les tribunaux. Les agents assermentés ont une responsabilité spéciale pour les délits et contraventions forestiers qu'ils n'auraient pas constatés. Ça, c'est une très vieille disposition qui remonte à l'ordonnance de 1669 de Louis XIV de Colbert sur le fait des eaux et des forêts. Ils ont compétence plus récemment de constatation des contraventions de certains arrêtés de police du maire. Les organismes consultatifs. On citera la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs, ayant pour objet de défendre les intérêts des propriétaires forestiers privés qui l'ont rejointe. Voici des membres à titre historique, là, la famille du maréchal Leclerc de Haute-Cloque, notamment. Un grand nom de l'histoire de France. Les structures des collectivités territoriales, maintenant. Il y a des structures de droit commun à finalité forestière. Exemple, le syndicat intercommunal forestier. C'est très peu connu, ces passages-là. Il y a des structures spécifiques, le groupement syndical forestier. Ils ont des avantages fiscaux. Il convient aussi de signaler l'existence de structures très spéciales et complètement inconnues, propres aux communes, et qui sont d'authentiques personnes morales de droit public, dont je suis le conseiller, puisqu'il n'en existe pratiquement plus que dans les Pyrénées, ou presque, mis à part le Marais Poitevin, notamment, et un cimetière près de Strasbourg. Les commissions syndicales sont bien indivises, intercommunaux, fortement présentes dans les Pyrénées, depuis Luchon jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, et qui gèrent d'importants domaines forestiers, notamment, mais pas que ça, les stations de ski, les thermes, les montagnes, les sentiers de randonnée, etc., etc. Et souvent de montagne, forcément. C'est les Pyrénées. Ah ben vous connaîtrez les commissions syndicales chez bien indivises, qui sont très très peu connues. Des juristes et forcément du grand public. Les sociétés du secteur privé maintenant. Il existe des structures d'administration et des structures de gestion. Structures d'administration, il y a le Centre national et les centres régionaux de la propriété forestière. Le CNPF est un établissement public, c'est-à-dire une personne morale de droit public, donc à caractère administratif. Il a des délégations régionales, les CRPF. Compétences. Toute forêt sauf régime forestier. Participe activement à la planification. Élaboration de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Et puis il est chargé d'agréer les plans simples de gestion de la forêt privée donc. Les chambres d'agriculture, on est étonné de les trouver dans un cours de droit forestier. Charles Guyot et Edouard Maume, évidemment, évidemment, elles n'existaient même pas. Alors. Mais même, l'agriculture n'est pas la forêt. Pourtant, depuis 2010 à peine, une division du Code forestier nouvelle est consacrée aux chambres d'agriculture. Oui, le Code forestier. Les chambres départementales et régionales mènent des actions concernant la mise en valeur des bois et des forêts appartenant à des personnes privées
C'est ce qu'on appelle généralement la forêt paysanne. Maintenant, une structure de gestion, 632, le groupement forestier. Il existe plusieurs structures de gestion forestière, associations syndicales de gestion forestière, coopératives, 3 points de suspension. On présentera ici la principale, le groupement forestier. Juridiquement, c'est une société civile. Il en existe plusieurs formes, régies par des dispositions générales ou spéciales. 63.21, les dispositions générales. Leur objet de ces groupements, c'est la gestion forestière essentiellement, mais pas l'activité commerciale. C'est une société civile et pas une société commerciale, donc. Toutefois, il peut transformer les produits de ces forêts. Accessoirement, il peut avoir des activités pastorales. Accessoirement, parce qu'il existe d'autre part des groupements pastoraux au titre du code rural. De la capitale sociale, on peut retenir que chaque propriétaire apporte des biens et reçoit en échange une part sociale. Ensuite, le groupement forestier devient ainsi propriétaire. C'est le groupement qui est propriétaire. On peut comprendre une certaine hésitation des apporteurs de biens. Les apports sont surtout des forêts. Accessoirement, on l'a dit, des terrains pastoraux. Il peut y avoir des étangs aussi. Et pour le reste, voir la jurisprudence, c'est-à-dire les arrêts et jugements. Statut. De leurs statuts, on peut souligner qu'ils sont régis par la liberté contractuelle du Code civil, dans le respect du Code forestier et des principes généraux du Code civil napoléonien, celui qu'on a toujours de nos jours. Par exemple, la cession des parts est définie par les associés. Pour terminer, en 63-22, le GF, le groupement forestier, met enfin une indivision, c'est le plus typique, le groupement forestier familial. En matière forestière, dans le cas d'une indivision familiale, le ou les indivisaires représentent au moins les 2/3 de la valeur de l'immeuble, peuvent faire cesser l'indivision en créant un groupement forestier en lui apportant l'immeuble. Ça c'est classique, puisque c'est le groupement forestier, on l'a vu, qui devient propriétaire. On peut souligner que les indivisaires minoritaires peuvent adhérer au groupement, sinon ils doivent vendre aux majoritaires. Et si le groupement n'est pas constitué dans un délai, tout indivisaire peut faire annuler les opérations et reprendre ses droits. Nous en avons fini ainsi avec cet exposé en moins de 15 minutes du droit des structures, qui était la leçon 6, et nous allons passer prochainement à une leçon 7, qui sera sans doute la plus longue de toutes ces leçons, car consacrée à la forêt publique, le régime forestier. Dans cette perspective, je dis à tout le monde au revoir et au plaisir de se revoir pour ce qui constitue le cœur de tout droit forestier, le régime forestier. Je vous dis à tout à l'heure pour cet exposé.